Salut à toi et bienvenue sur le podcast Axe Open, le podcast qui parle développement et nouvelles technologies. Le tout réalisé par une bande de techos. Allez, c'est parti. That's when I decided to hack you. Whoever's in control of the exit nodes is also in control of the traffic, which makes me... Salut à tous et bienvenue pour le premier podcast de l'année 2021 chez Axe Open. Alors on tient déjà pour commencer à vous souhaiter une super bonne année à tous. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Alors on espère cette année ça va être une année un peu plus positive et placée sous le signe de la joie, de la santé et surtout du dev parce que bon en 2020 c'était un peu spé mais bon on va pas revenir dessus. Là on est sur une nouvelle année, une nouvelle dynamique et c'est ça qui est bon. Du coup, et c'est l'année de Flutter quand même. Ouais, c'est vrai que c'est l'année de Flutter, on en reparle fin décembre 2021. Ouais. Et je pense que ça va être... Soyez au rendez-vous. Ouais, voilà, on va avoir des super news, on pense. Donc pour ce premier podcast de 2021, on va démarrer avec le thème du monitoring des applications. Donc comme d'habitude, on va commencer par aborder les bases et puis ensuite on va voir un petit peu plus concrètement et techniquement comment est-ce que ça fonctionne et comment est-ce que ça peut évoluer. Donc pour parler du sujet avec moi, j'ai aujourd'hui donc les fidèles acolytes comme d'habitude, Philippe. Salut. Arthur. Bonjour. Bonne année. Bonne année. Les relous. Et puis j'ai Quentin aussi qui nous fait son grand retour. Ça fait un moment donné qu'on t'a pas eu. Ouais, ça fait un petit moment. Ah, Bonjour tout le monde. C'était Microsoft, c'est l'expert Microsoft, si vous vous souvenez, pour ceux qui nous suivent depuis un petit moment. Il est pas expert, il est fan. Absolument rien à voir. Bon, du coup, on va pas te décevoir. Si, t'en parleras peut-être un peu de Microsoft d'ailleurs tout à l'heure. On verra. Mais donc, on va commencer par poser les bases du monitoring. Philippe, petite définition, le monitoring, qu'est-ce que c'est ? Alors, le monitoring, on va faire simple, on va pas donner trop de définitions compliquées parce qu'il y en a qui ont encore des vapeurs d'alcool dans la tête. Le monitoring, c'est tout ce qu'on va pouvoir mettre en place pour s'assurer du bon fonctionnement de son SI ou d'une application ou ce genre de choses. D'accord. C'est pas. Alors, je sais pas si tu vas me poser la question de qu'est-ce que l'observabilité. Elle arrivera. Elle arrivera. Alors, on en parlera de l'observabilité un peu plus tard, qui est un terme qui est un peu trendy et qui est un petit peu le suppléant du monitoring. Ok, bah vas-y, du coup, on enchaîne avec l'observabilité. Parce que finalement, en fait, moi, en faisant mes recherches, donc, on parle effectivement beaucoup de monitoring et aujourd'hui, on se dit, il y a un nouveau terme, l'observabilité. Et finalement, la frontière est pas... Enfin voilà, on entend un peu tout et n'importe quoi sur Internet. Donc Philippe, clarifie-nous la situation. Je vais essayer de clarifier. Alors, c'est pas évident parce que comme tous ces nouveaux termes un peu trendy, il y a beaucoup de choses qui se cachent derrière. L'idée de l'observabilité, c'est d'être capable de concevoir n'importe quelle chose dans son SI qui soit observable. Observable, c'est-à-dire qu'on puisse monitorer son comportement, déterminer s'il fonctionne, s'il ne fonctionne pas. L'idée, c'est d'avoir une vision globale de son SI, globale de son application, avec toutes les briques et tout ce qui se passe dedans, et de mettre tout le monde autour de la table, n'importe quel service informatique, n'importe quel service MOA, n'importe quel service infrastructure, autour d'une même réalité, qui est c'est-à-dire je vois mon SI battre, je le vois fonctionner, et est-ce qu'il correspond aux exigences que j'ai décidées ? Est-ce que, par exemple, le temps de réponse que j'ai décidé d'avoir pour une requête, il est bon ? Et comment il se décompose en appel dans mon SI ? Comment toutes les briques participent à la réalisation de mon métier ? Ok, parce que finalement, le monitoring, c'était plus centré sur une personne, une appli... Alors, le monitoring, historiquement, c'est vrai que c'est plutôt quelque chose qui est proche de l'infrastructure, c'est-à-dire on monitore que l'application, elle est up and running. Et en fait, on n'en a pas grand-chose à faire de savoir si elle est rapide, si y a des utilisateurs qui sont impactés, si le business va bien, si les commandes sont là. C'était vraiment une approche très, très technique pour se rassurer et de partir en week-end tranquillement en disant ça tourne, si ça tourne pas, j'aurai une alerte. D'accord. Tu viens de commencer le point historique sans que je te pose la question. Le point historique. Nous vivons tous un moment historique. 2021, les bonnes résolutions, quoi. Exactement. Là, finalement, comment ça a évolué ? Parce que le monitoring, en fait, dès que vous avez commencé à développer des applications, le monitoring s'est mis directement... c'est quelque chose que depuis finalement des années, on a dans le périmètre, ou c'est quelque chose qui est relativement récent, des années ? Alors, ça a toujours existé. On a toujours essayé de trouver des sondes ou des moyens de s'assurer que ça fonctionnait. Historiquement, on travaille beaucoup avec des logiciels, pour ceux qui connaissent, des Nagios, des machins comme ça, qui sont des sondes assez bas niveau, qui permettent de valider que la machine, elle est démarrée, qu'il y a de la place sur le disque dur, que le CPU il fonctionne, enfin, ce genre de trucs assez basiques. Ça a évolué comme ça, et depuis qu'on a des applications web, on a mis des sondes, différents types de choses. Ce qui a vraiment évolué ces dernières années, c'est que l'informatique maintenant devient, et on aura de cesse de le répéter, quelque chose de primordial dans le business, et en fait il y a des euros derrière. Et quand on dit il y a des euros, il y a le métier qui s'intéresse de savoir si mon application elle fonctionne, et du coup on n'est plus sur un problème technique, de savoir si mon site il marche ou il marche pas, et on est sur... je veux valider que mon niveau métier fonctionne et que j'ai des commandes qui tournent bien, que c'est ce genre de choses.
Et depuis qu'on a passé cette étape-là, c'est pour ça qu'on est passé à l'observabilité, c'est-à-dire qu'on a voulu mettre en place quelque chose qui permette à tout le monde de s'assurer que tout fonctionne correctement et qu'on soit aligné avec les objectifs métiers. Et on sort cette idée que c'est une brique technologique pour en devenir une vraie brique décisionnelle, si je puis dire presque, au niveau de son SI. Et voilà, c'est un peu l'évolution là-dessus. Vient avec ça les problématiques du cloud qui sont de plus en plus d'actualité et c'est de plus en plus compliqué. On n'en parlera jamais assez, mais on est dans des architectures orientées services, des microservices qui sont dans le cloud, qui sont hébergés sur des hébergeurs un peu dans le monde entier. Pour faire fonctionner une simple page web, maintenant vous avez 12 serveurs et 84 appels à travers le SI, 40 bases de données, 12 caches, 4 réplications et des instances de cluster dans tous les sens. C'est très compliqué de détecter qu'est-ce qui fonctionne pas et d'aller vite sur la résolution d'un bug, d'une anomalie, d'un incident de production. Donc c'est toutes ces choses-là qui sont aujourd'hui d'actualité et qui sont ce qui va faire de plus en plus le monitoring et l'observabilité dans les prochaines années. Là, finalement, les grandes problématiques que tu as actuellement autour du monitoring, c'est la problématique business, comme tu le disais, puisqu'il y a de plus en plus d'importance. Et puis, la problématique que tu as de plus en plus d'applications dans tous les sens. C'est ça. Et du coup, il faut centraliser à un moment donné. En gros, pour faire simple, avant, vous aviez votre ERP, vous cliquez, le service informatique s'assurait que quand vous cliquiez, ça marchait, quoi. Donc, c'était up ou down. Donc, on avait 2 statuts à tout. Maintenant, on veut que ça soit à la fois rapide, que ça vaille vite, que les transactions bout en bout de chaîne fonctionnent. Voilà, on est sur d'autres problématiques, d'autres enjeux que ce qui a pu être le passé. Mais comme tout le reste de l'informatique, on monte en gamme. Et comme on montait en gamme, on a plus de choses à faire. Et chez vos clients, vous le sentez comment là en ce moment? Le monitoring, c'est vraiment on en parle. J'ai l'impression qu'on en parle de plus en plus. En tout cas, monitoring, observabilité. Quentin, tu as un retour par rapport à ça? Je dirais que ça n'a pas vraiment changé. Je dirais juste qu'on a ajouté cette brique aujourd'hui de vraiment monitorer l'application, comme Philippe le disait, en cherchant les performances de réponse d'une API, ce genre de choses. Après, je pense que le monitoring de base qu'on entend tous quand on voit ce mot-là, c'est le monitoring Nagios ou Insinga pour notre cas à nous. Il n'a pas changé, il existe quasiment chez tous nos clients et c'est plus du monitoring, je veux dire, infrastructure qu'applicatif. Et celui-là, il est vieux, il va rester un moment, je pense. Voilà. Comme tout en informatique, on n'enlève jamais l'ancien, on rajoute des couches. On rajoute des couches par-dessus, ouais. On complexifie à chaque fois, quoi. Et donc, si on s'intéresse maintenant un peu plus au côté stratégique, comment ça se passe en fait? J'imagine qu'il y a peut-être des clients qui monitorent peut-être pas du tout, ou en tout cas très peu, leur machine, ou en tout cas qui n'ont pas de réelle stratégie autour du monitoring. Aujourd'hui, comment ça marche? En fait, s'il y a quelqu'un qui se pose la question, un DSI ou un chef de projet ou autre, de comment finalement il peut mettre une stratégie et le monitoring en place sur toutes ces applications au sein de son SI. Alors, c'est vraiment une question de culture d'entreprise. C'est-à-dire qu'il y a le vieux monde, si je puis dire, c'est un peu dur, mais qui s'assure, qui dit c'est un problème informatique, je le délègue ça à mon service infrastructure et il se débrouille pour que mes serveurs ils tournent et que mes applications elles soient up and running. Ça, c'est l'ancien monde. Aujourd'hui, le nouveau monde, c'est vraiment qu'on se mette d'accord d'une table et on se dise, par exemple, mon application, ce qui est important, c'est la prise de commande. D'accord ? Donc, c'est un process métier, la prise de commande. Et pour faire une prise de commande, vous allez enchaîner 10, 15, 40 écrans sur une application. Vous allez appeler plein de services et compagnie. Et vous allez dire que, finalement, ce qui est important, c'est pas que l'application, elle marche. Ça, vous en foutez. C'est que vous soyez capable de prendre une commande, un client soit capable de prendre une commande dans de bonnes conditions en moins de 10, 15 secondes, ou quel que soit, finalement, le facteur que vous serez défini. Une fois qu'on s'est mis d'accord au niveau business sur quel était l'enjeu, on va mettre en place l'observabilité de partout, sur toute cette chaîne, donc ce qu'on va appeler une transaction globale, et on va être capable de mesurer tout ce qui se passe dans cette transaction, et collectivement, que ce soit les équipes de développement, que ce soit les équipes infrastructure, que ce soit les équipes projet, la marketing, tout ce qui peut tourner dans une boîte, on va se mettre autour d'une table et dire, voilà, ça c'est la réalité, d'accord ? C'est la réalité de mon enjeu, de mon entreprise. Maintenant, comment je fais pour m'améliorer ? Et on peut tous s'améliorer, chacun des services peut s'améliorer, et ça n'est pas qu'un problème d'infrastructure en disant mécaniquement, il faudrait que mon serveur aille plus vite, ou je vais acheter un peu de RAM, ou compagnie. C'est un problème global, c'est un problème structurel, et toutes les parties prenantes de l'entreprise ont un impact à jouer, et monitorer, observer les choses, ça permet de se mettre tous d'accord sur une réalité tangible des choses. Mais du coup, il faut bien que tu t'organises effectivement sur les process, qu'est-ce qu'on va aller voir, etc. Parce que j'imagine que tout monitorer et tout aller regarder, ça n'a peut-être pas trop de sens. Tu vas avoir beaucoup trop de données après à analyser et en fait, tu te noieras dans l'information. Le but vraiment, c'est comme disait Philippe, c'est de se centrer sur un objectif qui soit smart et donc d'essayer avec tout l'ensemble des équipes d'aller rejoindre cet objectif de façon à s'améliorer et améliorer un process généralement client, quoi. Je pense que l'un des plus gros problèmes, c'est le nombre de données.
Parce qu'on peut facilement mettre des watches un peu partout dans son application. On peut récupérer des millions de données. Sauf que ce qui est intéressant, c'est de savoir quoi en faire. Donc le plus dur, c'est pas de mettre l'observabilité, c'est de la mettre au bon endroit, là où c'est pertinent, et de savoir récupérer et de savoir traiter les données correctement. Parce qu'on peut tous avoir des gigas de logs, sauf qu'on ne sait pas à quoi ça sert. Si tu sais pas quoi en faire, ça rime à rien. Ouais, d'où l'importance de bien réfléchir en amont. Alors, comme tu disais, tu convoques du coup une équipe, pas seulement l'équipe IT, c'est vraiment une équipe étendue qui reprend tous les des niveaux critiques de. Effectivement, le plus dur, c'est de mettre tout le monde autour de la table pour que chacun, dans son périmètre dont il a la responsabilité, fasse ressortir les indicateurs qui sont nécessaires à la transaction globale. Si vous avez par exemple un module de facturation, il faut que vous mettiez dans ce module de facturation les bonnes sondes pour monitorer son process à lui, d'accord, et en interconnexion avec le reste des autres applications. Et une fois que vous avez chacun un peu fait ça, on a la capacité de voir une cartographie du SI, en tout cas de votre application, et de voir le traitement bout en bout de ce qui se passe dans votre SI. Et c'est à partir de ce moment-là, et seulement à partir de ce moment-là, qu'on est capable de travailler rapidement. Un autre enjeu du monitoring, c'est cette capacité d'amélioration continue, parce que du coup, vous voyez la réalité, vous pouvez travailler à améliorer ça. Et c'est aussi être capable de réagir rapidement à un incident. Un incident de prod, ça arrive tout le temps, en permanence, et c'est souvent pas évident dans un SI distribué avec une architecture service, multiservice, de détecter ce qui marche pas. D'accord ? Si vous êtes dans du cloud, par exemple, vous êtes sur AWS, vous avez un cluster Cube qui va bien, vous avez un pod sur votre cluster qui marche pas, et en fait, déterminer que c'est ce pod qui marche pas, c'est compliqué, et déterminer quel impact a eu ce pod qui fonctionne pas sur le reste des transactions, c'est très compliqué. Et c'est là où une plateforme d'observabilité, de monitoring un peu bien construite peut vous permettre de gagner beaucoup de temps. Quand tu parles du coup de plateforme, on va être sur des solutions qui existent déjà et qui vont centraliser toutes tes applications et toutes tes sondes, ou alors tu mets vraiment en place une plateforme par application plus une plateforme qui va tout englober. Ça se passe comment dans le concret ? Aujourd'hui, on est plutôt dans l'idée de mettre... alors, je suis pas forcément un fan du thème sonde, parce que c'est... Mais bon, il y a des endroits où on met des sondes. Indicateur. Alors, on met quelque chose qui permet de remonter de l'information. Des fois, c'est même l'application elle-même qui remonte ses propres erreurs. C'est souvent ce qu'on fait. Et après, de plus en plus, vous avez une plateforme centralisée qui récupère toutes ces informations et qui est capable de faire le plus dur dans ce système-là, c'est la corrélation. La corrélation, c'est de détecter de la part d'un clic sur une application toute la chaîne de transactions qui s'est passée dans le reste du SI. Et c'est assez compliqué parce qu'on comprend vite que quand on fait des appels qui font appel à un service, qui lui-même va appeler 3-4 autres services, qui eux-mêmes vont appeler une base de données, qui vont appeler des web services, qui vont appeler un bout d'AS400, c'est compliqué de garder la corrélation de qu'est-ce qu'était l'acte initiateur de la demande. Donc c'est vraiment ça qu'offrent ces plateformes aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est quoi ? Alors, je ne sais pas si vous avez des noms de plateformes, peut-être que vous utilisez. On a sur Azure Application Insight. Ah, il nous a calé Microsoft. C'était ça, fallait que je le fasse. Après, sur AWS, j'en sais rien. Tu sais, Arthur, toi, de ton côté ? Si, c'est CloudWatch. C'est la même chose, mais pour AWS. Donc, c'est des graphiques, des courbes, plein de trucs. Après, vous avez aussi Neuralink, des systèmes qui sont très utilisés. Vous avez des Sentry, ce genre de choses. Il y a plein de solutions. Aujourd'hui, c'est en plein bouillonnement. Il y a plein de solutions qui sont mises en place pour faire ça. Et il y a vraiment des différences entre ces solutions, ou c'est plus on met une solution en fonction du système. Si tu as toutes tes applis sur Microsoft, par exemple, ça va peut-être être plus logique d'aller mettre... C'est une question de cohérence, je dirais, du SI. Ouais, c'est une question de cohérence. Après, elles font toutes à peu près les mêmes choses. Ouais, j'allais dire, tu n'as pas de différence majeure entre les... Sur la collecte de données, c'est tout pareil. Parce qu'ils font la même chose, en fait. Grosso modo, on récupère quoi ? Des traces, des logs, des métriques, ce genre de choses. Donc ça, c'est à peu près tout pareil. Après, la force des différents outils, c'est d'être capable de vous offrir un dashboard tactique qui soit efficace pour aller trouver le problème au bon moment. On a eu récemment le CTO de Neuralink avec qui on a beaucoup discuté. Ouais, Axotalks à venir bientôt. Qui était très intéressante là-dessus parce qu'il nous expliquait qu'ils bossaient à mort sur la vision... alors eux, ils sont spécialisés dans les applications ultra distribuées et qu'ils étaient justement très très forts pour déterminer le petit grain de sable dans le tout le rouage qui faisait que ça marchait pas. Et donc c'était sur ça qu'ils travaillaient. Et là, c'est très compliqué parce que vous avez des volumes de données, comme a pu parler Arthur, très conséquent, et de trouver ce qui marche pas dans ce volume de données, c'est pas trivial. Et eux, ils espèrent beaucoup utiliser le machine learning pour être capable de faire ce genre de choses. D'accord. Et finalement, une fois que tout ce qui est strat, etc., donc tout est mis en place, le monitoring, ça se passe comment ? Vous mettez en place une fois et ensuite on voit on étudie les indicateurs au fur et à mesure du temps, ou c'est quelque chose qui va être à suivre très 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 régulièrement ? Ça se passe comment ? Alors, il y a la vraie vie et
Il y a l'idéal et la vraie vie. Voilà. Dans l'idéal, tout le monde se réunit tous autour de la table et tout le monde regarde ce qui se passe et on est dans une démarche agile et toutes les semaines, tous les trimestres, on met à jour l'application pour améliorer les choses. Aujourd'hui, c'est pas toujours le cas parce que ça demande un effort colossal d'étudier tout ça. Souvent, malheureusement, c'est utilisé que pour détecter les anomalies et de voir ce qui marche pas. Néanmoins, la bonne approche par rapport à ça, c'est d'aller se connecter fréquemment dessus. Nous, on l'a mis en place sur un client et on se connecte toutes les semaines dessus. On regarde ce qui s'est mal passé la semaine d'avant et on l'intègre dans le process de développement de dire, bah voilà, là j'ai un service qui est par exemple un peu lent, je m'en rends compte. Alors, ce qu'on n'a pas forcément dit, mais ce qui est intéressant dans ces plateformes-là, c'est que vous avez la capacité de détecter le nombre d'utilisateurs impactés par quelque chose. Donc, typiquement, vous avez un service qui est un peu lent ou qui ne marche pas, vous êtes capable de dire, bah, j'ai eu 30% d'utilisateurs qui ont été impactés. Donc là, vous discutez avec le business, 30%, ça commence à être conséquent. Bah, OK, on va mettre un petit peu de force de frappe de développement pour améliorer les choses. Donc, c'est vraiment et c'est pour ça que je dis, c'est important d'y associer le métier, ce qui n'était pas forcément le cas avant, parce qu'ils vont pouvoir vous aiguiller sur quelle est la priorisation des choses à faire. Typiquement, si vous avez un process qui est lent, qui est pourri, mais qui impacte 2 utilisateurs, franchement, vous en beurrez, quoi. Et si votre process principal, vous pouvez faire gagner 100 millisecondes, bah, peut-être que ça vaut le coup d'y mettre un peu d'efficacité, quoi. Les pauvres 2 petits utilisateurs. Non, mais pareil, j'ai le cas d'un client, moi, qui aujourd'hui implique énormément tout ce qui va être design, web design, UX et compagnie sur son développement. Et la grosse question du moment, c'est du coup, j'ai mis X euros pour développer une fonctionnalité entre le moment où je l'ai designé et le moment où elle a été vraiment développée. Est-ce qu'il y a un réel retour sur investissement sur ce qui a été fait ? Et aujourd'hui, les monitoring d'applicatifs type, que ce soit Azure, aujourd'hui, il y a même eu la partie Kibana, Elastic, qui le font. Et en fait, eux, ils utilisent Elastic et du coup, ils arrivent à savoir si, oui ou non, la fonctionnalité qu'ils ont développée, elle est vraiment utilisée ou en fait, c'est de l'argent mis dehors pour rien, quoi. C'est la mort du métier. C'est la mort du métier. Ça doit. Enfin bon, au moins, t'as la réalité en face, quoi. C'est ça. Mais j'ai juste une question, du coup, côté technique. Est-ce que ça remplace un Google Analytics ou c'est totalement différent ? Alors, je me rends pas compte. Moi, je connais juste Google Analytics. C'est une bonne remarque. Google Analytics, c'est plutôt orienté, j'ai envie de dire, SEO, c'est-à-dire comment ils sont venus, qu'est-ce qu'ils regardent. Ouais, pour le coup, moi, je l'utilise, Analytics, et c'est vrai que c'est plutôt marketing. Enfin, tu regardes comment est-ce que les gens naviguent dans ton site, finalement. Combien de temps ils restent par page. Voilà, c'est plutôt ça, et de voir un petit peu aussi comment, SEO, comment est-ce que tu es référencé, est-ce que les gens vont plutôt te voir sur du mobile, de l'ordinateur, etc. Okay. Mais t'as pas... Mais t'as pas de remontée. Mais ça s'intègre dans un App Insight ou dans ce genre de plateforme, ou c'est vraiment une autre plateforme à côté? C'est App Insight. Hein. C'est App Insight aussi? Ok. Donc c'est vraiment, on a tout au même endroit maintenant. On a tout au même endroit. Ouais. D'accord. Ok. Et je me posais la question, des fois il y a des erreurs dans le monitoring. Enfin, pas forcément des erreurs, parce que bon, tu vas me dire si t'as mal placé ta sonde, en fait c'est l'humain qui a fait l'erreur. Mais ou alors en tout cas, est-ce que des fois, je sais pas si vous avez déjà eu le cas, où tu prends, ou alors non, en fait c'est peut-être l'humain qui prend des mauvaises décisions des fois suite aux remontées que tu peux avoir en termes de chiffres. Si vous faites, il faut le configurer correctement, parce que sinon il vous corrèle des événements qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Parce que j'allais dire, et après tu peux avoir des données en tout cas des appréciations que tu crois lire qui sont totalement. Oui, c'est sûr. Non, mais comme toute donnée, il faut faire attention à ce qu'on collecte et comment on le collecte. Ouais. Mais une fois que c'est mis en place, non, ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. Bon, après c'est Microsoft, de temps en temps il y a plein de. Petit écran bleu de temps en temps. Écran, mais bon, ça c'est la couleur. C'est le business, c'est la vie. Faut toujours que je sois clashé quand j'ai mon podcast. C'est le but. Mais du coup, tu disais, Philippe, tout à l'heure que dans le monde un peu idéal, on faisait les choses on suivait le monitoring de manière agile et assez régulièrement. Dans la vraie vie, ça se passe pas trop comme ça. C'est plutôt une fois tous les... Dans la vraie vie, souvent, c'est... C'est une personne, pas une équipe qui regarde. C'est souvent une personne, pas une équipe qui regarde. Et puis, généralement, on n'a pas envie d'aller louer du budget à l'amélioration des choses parce que ça fonctionne et on a envie de développer plus de fonctionnalités que de correctifs. Mais d'ailleurs, il y a un sujet que je ne connaissais pas, que j'ai appris récemment, qui est la notion de budget d'erreur. C'est une entreprise qui travaille comme ça et c'est assez intéressant. L'idée, c'est de dire quel est votre budget d'erreur admissible. C'est-à-dire que grosso modo, quand vous faites des développements, il y a toujours des bugs. C'est la base. Donc, c'est vous dire, j'accepte au niveau business que 2% de mes utilisateurs soient impactés par des bugs. Et du coup, tant que je suis en dessous de mon budget d'erreur, je ne corrige pas les bugs. Et du moment où je dépasse mon budget d'erreur, je dis, dans le prochain sprint, je n'ajoute pas de fonctionnalité et je me mets à corriger des bugs. Ça, c'est intéressant parce que du coup, ça donne de manière tangible
des armes aux développeurs pour dire bah là il faut qu'on fasse un peu de qualité parce que là on a développé beaucoup de fonctionnalités et ça permet aux gens du fonctionnel de dire bah oui mais mon objectif principal c'est pas forcément de la fonctionnalité pour la fonctionnalité, c'est que le maximum d'utilisateurs soient contents de les utiliser. Donc ça permet aussi d'avoir des choses intéressantes qu'on n'avait pas forcément par le passé. Et puis d'avoir un meilleur suivi aussi, hein, de se rendre compte vraiment de ce qui se passe. Pour les gens qui n'ont pas forcément cette démarche aujourd'hui de monitoring ou en tout cas de stratégie autour de ça au sein de l'entreprise, vous leur donneriez quoi comme conseil? Parce qu'ils doivent forcément se poser la question déjà quelle équipe il faut inclure, tu en as déjà parlé, mais combien de temps on met finalement pour mettre en place tout ce process au démarrage, puis ensuite, vu qu'on va le suivre, ça demande des efforts de manière régulière. Donc en termes de temps, en termes de coût, ça a forcément des impacts. Alors, il faut mettre le maximum de personnes autour de la table pour savoir ce qu'on a envie d'observer et qu'est-ce qu'on a envie de monitorer. D'accord. Ce que pourront jamais faire une équipe de dev, c'est de savoir dans la transaction métier, celle qui est importante et celle qu'il faut valoriser, comment la valoriser, tout ça. Ça, c'est forcément au métier de le faire. Les devs, ils peuvent facilement mettre des sondes, c'est pas dur à mettre en place. On n'est pas sur un sujet technologique qui est dur à faire. D'accord. Surtout sur des technos assez récentes. Je dis pas, si vous avez un AS400, c'est pas forcément trivial à monitorer, mais sur les technos récentes, c'est assez facile de l'intégrer, d'accord, et de l'intégrer à tous les endroits du SI. Ça prend du temps, mais on n'est pas sur quelque chose de très compliqué. D'accord. Ce qui est compliqué, c'est plutôt de se dire quelle est ma cible et comment je veux travailler par rapport à ma cible. D'accord. Et encore une fois, une autre chose qu'on peut dire, c'est n'essayez pas de vous comparer avec vos concurrents, parce que souvent on est là, oui, mais sur un process de commande, par exemple, les concurrents, ils mettent combien de temps ils devraient mettre? C'est pas la question. La question, c'est, OK, aujourd'hui, vous mettez 15 secondes, c'est votre baseline. D'accord. Et on va essayer d'améliorer cette baseline et de travailler autour de ça, mettre 14, peut-être 13, peut-être 12, peut-être 10, peut-être 11. Et à la fin, petit à petit, vous allez vous améliorer. D'accord. Ça sert à rien de comparer à d'autres gens parce qu'en fait, d'autres gens font d'autres métiers, sont d'autres systèmes, d'autres solutions et c'est pas une bonne approche. D'accord. Oui, t'as pas quelque chose, je veux dire, les indicateurs clés à regarder partout. Ouais, ça n'existe pas. Alors, s'il y en a un seul, c'est généralement le taux de disponibilité. Et encore, c'est très discutable en fonction de l'usage de votre application. Non, il ne faut pas essayer de se comparer à la concurrence. Il faut se regarder droit dans les yeux et de se dire comment je peux m'améliorer. Et si chacun autour de la table essaie de s'améliorer, généralement, c'est là où on a des entreprises qui décollent et qui font des choses très intéressantes. Parce que finalement, ça apporte vraiment beaucoup. Ouais, ça apporte beaucoup. Ça surtout, ça pacifie les débats parce qu'au final, on est tous d'accord sur la même réalité. Aujourd'hui, dans beaucoup d'entreprises, il n'y a pas cette vision commune et du coup, il y a la guéguerre entre le service infra qui dit « Ah, moi, mon infra elle est super », le service dev qui dit « Ah, nous, notre dev, il est super », et le service marketing qui dit « Moi, mes clients, ils sont plaignent ». Et en fait, personne ne parle de la même réalité. Là, le voir et tout le monde regarde la même réalité, je trouve que c'est hyper intéressant parce que ça met les gens autour de la table à se mettre d'accord et à discuter entre eux. Ils ne peuvent pas contester les chiffres. Si on voit qu'il faut 10 secondes pour une requête, il faut 10 secondes pour une requête. C'est la machine qui l'a dit au bout d'un moment. C'est la machine qui parle. Donc, ça met tout le monde d'accord finalement. Ça met tout le monde d'accord et puis du coup, une fois qu'on est d'accord sur une cible, ça permet de travailler ensemble. Puis ça peut aussi faire des preuves pour améliorer. Ça peut pousser les dirigeants ou les gens qui sont peut-être un peu frileux à se dire ouais, mais là, est-ce que c'est vraiment utile? Tu lui mets le papier sous les yeux, tu dis ça met 3 secondes, on pourrait mettre 1 seconde. Franchement, c'est génial. Donc je pense que c'est aussi un argument pour un peu améliorer tout le temps son SI et ses processus métiers. Et surtout le suivre à moyen long terme parce que c'est des démarches d'amélioration continue. Long terme. Un mot à la fin, un dernier conseil pour ceux qui souhaitent mettre ça en place chez eux. Moi, mon conseil, c'est ne faites plus jamais de développements qui ne sont pas observables et dans lesquels on ne peut pas mesurer leur comportement. Tous les développements doivent être capables de remonter à une plateforme centralisée, leur comportement, leur taux d'erreur, leurs échecs, leurs logs, leurs performances, tout ça, ça doit remonter et ça devrait faire partie, au même titre qu'on peut mettre en jeu la sécurité en place, ça devrait faire partie des enjeux prioritaires. Sachant qu'encore une fois, on n'est pas sur quelque chose de techniquement compliqué à faire, donc il faut le prendre en compte et c'est surtout le prendre en compte qu'il faut que les gens en aient conscience. Moi, j'ai juste une question du coup. Est-ce qu'il y a un monde où ça peut impacter les performances de l'application ? Si on met trop d'observabilité, si on remonte trop de choses, est-ce qu'il y a un monde où ça surcharge le réseau, ça surcharge l'application ? Alors, généralement, comme on est sur des systèmes de clusters ou des choses comme ça, en fait, chacun des éléments observables remonte sa propre donnée. Et c'est généralement centralisé sur des énormes machines qui sont chez des fournisseurs de cloud. Donc moi, j'ai jamais vu d'impact réel de performance. Souvent, en plus, ce qu'il faut dire, c'est que la remontée d'informations est temporisée. C'est-à-dire que généralement, ils remontent pas en temps réel, mais généralement décalé de quelques secondes.
Donc non, on n'a pas d'impact majeur. Il y a des enjeux RGPD à discuter parce que forcément, voilà, on remonte de la donnée client et qualitative, mais il y a rarement d'impact sur les performances là-dessus. À moins de vous avoir des machines qui sont des charrettes, mais c'est un autre sujet. Oui. En tout cas, vous le verrez. D'accord. Je me posais une dernière question sur la mise en place du monitoring pour une application, du coup, de manière un peu plus technique. Est-ce que les solutions et est-ce que le process de mise en place, c'est le même sur une appli web, une appli mobile, peut-être un site e-commerce, quelque chose, ou finalement, tu utilises, je sais pas, peut-être App Insight pour tout et alors, sans se poser de questions. C'est majoritairement fait pour des applications type avec un front, soit web, soit mobile, et une API et des web services, ce genre de choses. Une fois que ça est dit, vous pouvez monitorer n'importe quoi, parce qu'aujourd'hui, n'importe quoi communique en web service d'une manière ou d'une autre entre les différents systèmes. Donc aujourd'hui, on peut clairement monitorer à peu près n'importe quoi qui a moins de 20 ans de développement. Voilà. Tu peux monitorer du serveur side, genre type PHP, type... Tu peux tout, ouais. D'accord. Tu peux tout. Okay. Tu peux tout. Il y a à peu près des sondes pour n'importe quoi. Alors, effectivement, si vous avez une vieille techno ésotérique des années 90... Okay. Désolé. Peut-être. Voilà, désolé. On a un podcast sur la migration de projets. Aujourd'hui, je suis pas bien convaincu que je connaisse une application qu'on n'est pas capable de monitorer. Oui, bien sûr. Enfin, je sais pas, hein, mais... Bon, pour le mot de la fin, monitorer. Voilà, c'est un ordre. Observer et prenez les bonnes décisions surtout. C'est ça. Merci du coup les gars pour vos retours d'expérience sur le sujet. On va passer à la rubrique coup de cœur, coup de gueule. Qu'est-ce que vous avez à nous partager aujourd'hui ? Philippe dit qu'il a rien, mais je pense qu'on pourrait remonter quelque chose qui s'appelle Gatsby. Il arrête tous les soirs à 20h30, il m'envoie un message pour me dire c'est vraiment trop bien Gatsby, ma vie est tellement meilleure maintenant. Donc je vais laisser Philippe parler de Gatsby. Ok, j'avais oublié cette histoire. Gatsby le magnifique. Gatsby le magnifique, pas le film. Non, il y a une technologie qui s'appelle... On refait le site web AxOpen parce que comme on s'est rendu compte qu'il n'était pas assez rapide, qu'on n'avait pas à 100% à tous les critères de Page Insight, ça nous a blessés. Ah ouais, on était qu'à 99, du coup on refait tout. Voilà, c'est ça. Comme bon informaticien, voilà. on réécrit. Et on utilise une technologie qui s'appelle Gatsby, qui permet de créer des sites web en statique en utilisant React. Alors c'est un peu comme ça compliqué à expliquer. Ça paraît tiré par les cheveux. C'est un peu paraît tiré les cheveux, mais c'est absolument fantastique. On fera un podcast sur le sujet. Voilà. Je pense que juste Philippe et moi... en amoureux de la technologie, on fera un podcast sur Gatsby, parce que c'est génial, mais l'idée, c'est tout ce qu'on tourne autour de la Jamstack, on en discutera, mais l'idée, c'est d'être capable d'obtenir des sites statiques en utilisant des langages modernes et dynamiques. Et je comprends tout à fait pour que l'auditeur moyen qui nous écoute se dit mais on est revenu dans les années 90. Eh ben non. Figurez-vous que maintenant on utilise des kilo-octets de JavaScript pour revenir dans les années 90. Ouais. Mais que c'est génial, à vous. Oui, non, ouais, franchement c'est génial. En plus, on a quand même un côté CRM qui fait qu'on a quand même un gestionnaire de base de données, un gestionnaire de contenu qui permet au service marketing d'être J'avoue heureux. que c'est ça qui me faisait un petit peu peur quand ils m'ont présenté la solution. Je me voyais directement aller coder. On a quand même WYSIWYG, on a quand même de l'éditeur de texte, on a vraiment tout ce qu'on a sur un WordPress. Et on peut utiliser GraphQL. Et on peut utiliser GraphQL qui est le langage de l'année 2021. Du coup, on a quand même tous les avantages de WordPress, mais avec des performances de site statique, donc proches de la perfection, on va dire, puisque c'est juste du HTML. Donc ça permet de faire des sites vraiment optimisés quasiment au maximum, tout en ayant l'avantage d'avoir de la prise en main facile pour les services qui ne sont pas du tout développement ou pour la modique somme de 200 jours de développement, on peut faire un site statique qui va vite. Qui a 3 pages. C'est dur à rentrer dedans ou ça va, la logique C'est spécial comme ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait d'habitude, mais une fois qu'on a le petit truc, ça va. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, Philippe. Non, mais moi je trouve jamais que c'est compliqué. Oui, voilà, Philippe. Voilà, je suis pas un bon exemple. Je te pose la question. Je suis pas un bon exemple, mais j'imagine que c'est compliqué pour des gens qui maîtrisent ni le JavaScript, ni les API. Oui, après j'allais dire si t'as des minimums de connaissances déjà, si t'as déjà fait du en fait, pour quelqu'un qui connaît rien, oui, c'est compliqué, mais pour on va dire un développeur web qui fait d'habitude JavaScript, Node.js, Java, etc., il faut juste qu'il ait le déclic pour se dire ok c'est fait de la même, enfin c'est différent en fait, il y a vraiment quelque chose, c'est généré en amont, il y a vraiment une logique un peu différente, mais une fois qu'on a cette logique et qu'on arrive à se l'approprier, il y a pas de, ça reste du HTML, du CSS et voilà. Et tout ça pour 100% de performance. Tout ça pour 100% de performance. C'est vrai que le jour où on a vu s'afficher 100% sur Page Insight avec Arthur, on était content. Ah, c'est vrai que le vert il fait plaisir. Merci du coup pour ce coup de cœur.
Et ben, on se retrouve pour un prochain podcast très bientôt. Merci à tous d'avoir participé. Bonne Encore année bonne année. encore. Salut. Au revoir.